Bonjour à tous, ici Kevin Bergeron pour l'Histoire en bref. Aujourd'hui, je m'en vais dans la section des drapeaux. Je vais faire une section qui est consacrée entièrement au drapeau du Canada. Là, aujourd'hui, je vous parle du drapeau canadien, notre unifolié, mais dans les autres vidéos, je vais vous parler effectivement des autres drapeaux provinciaux et territoriaux. Donc, je commence maintenant avec notre unifolié, le drapeau du Canada. Avant la Confédération, le Canada n'utilisait pas de drapeau en tant que tel, on utilisait plutôt des emblèmes, soit des emblèmes provenant de l'Empire français ou de l'Empire anglais. Je vous montre plusieurs exemples ici, vous pouvez voir, il y a différents emblèmes qui étaient utilisés tant du côté français que du côté anglais, pour représenter le Canada. Les affiches que je vais vous proposer dans la vidéo, vous allez voir plusieurs images. Je vous mets tous les liens dans les descriptions. Les premières images que je vous ai montrées sur les emblèmes, ces images-là vont être sont accessibles sur le site de Patrimoine Canada. Avant de parler de différentes propositions de drapeaux canadiens qu'on a eues à l'époque, je pense qu'il est important de parler du premier, on pourrait dire, du premier drapeau canadien non officiel, qui serait le Red Ensign. Le Red Ensign en anglais, ou le pavillon rouge en français, bref, ça n'a jamais été utilisé vraiment le pavillon rouge, c'est plutôt une traduction directe du mot, là. Ça provient évidemment de l'Angleterre. Vous pouvez voir le Union Jack, en haut, à droite, donc qui est le drapeau anglais. C'est pas vraiment précis de sa première apparition au Red Ensign. J'ai recherché dans plusieurs sources. Ce qu'on semble dire, c'est que ça serait autour du 16e siècle qu'on verrait cette apparition de l'utilisation du Red Ensign. Le Red Ensign était utilisé au tout début pour représenter la Navy royale, la marine royale, de l'Angleterre. Plus tard, autour de 1864, ça va être attribué plutôt à la marine marchande. Et à ce moment-là, ça sera attribué évidemment un peu plus au Canada, puisqu'il y aura beaucoup d'échanges entre l'Angleterre et le Canada. Donc même s'il sera déjà utilisé par le Canada, ça sera pas avant 1892 que le Red Ensign deviendra le pavillon officiel des navires canadiens. Donc, ce ne sera pas le drapeau canadien en tant que tel, mais ça va être un drapeau officiel qui représente les navires du Canada. Il sera toujours considéré comme le drapeau non officiel du Canada jusqu'à la création du nouveau drapeau en 1965. En 1921, le roi George V, à l'aide d'une proclamation royale, va y ajouter des armoiries qui représentera le Canada. On va y ajouter en fait tout simplement notre écu, comme on le voit dans les autres provinces, dans les drapeaux provinciaux. Plusieurs provinces utilisent encore aujourd'hui le Red Ensign avec leur écu. En même temps, à l'aide de cette proclamation royale-là, le roi George V va officialiser les couleurs du Canada. Donc les couleurs officielles du Canada seront dès 1921 le blanc et le rouge. Les armoiries, je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai l'intention de faire une vidéo sur les armoiries parce que c'est très complexe. Mais ce que je peux dire, c'est que ça provient en fait du Moyen Âge. Ça proviendrait du Moyen Âge selon mes sources. Et ça servait en fait tout simplement à reconnaître les nations comme un drapeau le fait aujourd'hui. À l'époque, on utilisait plutôt des armoiries, mais contrairement à un drapeau, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui représentent le pays et c'est un peu plus difficile à reconnaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, on utilise plutôt les drapeaux pour reconnaître les nations. Les armoiries du Canada proviennent d'un modèle créé aussi durant la proclamation royale de 1921. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est ça. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo sur les armoiries, mais juste pour que vous compreniez, voici le modèle de 1921. Et oui, vous voyez bien à droite, ça n'est pas une blague, c'est vraiment une licorne. On y reviendra, mais pas dans cette émission, je laisse le suspense. Donc, je vous laisse la licorne là, elle est bien présente dans notre armoirie, ce n'est pas une blague. À ce moment-là, les provinces qui existeront à l'époque, qui feront partie de la Confédération, vont aussi recevoir leur écu ainsi que leur armoirie. Pour l'instant, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je vais faire des vidéos individuelles sur les drapeaux provinciaux et les armoiries. Chacune des provinces va aussi recevoir
leur armoirie ainsi que leur écu qui vont pouvoir afficher sur le Red Ensign et utiliser le Red Ensign s'ils le veulent comme étant leur drapeau provincial. C'est en 1925 qu'on va commencer un peu le débat sur la création d'un drapeau canadien. Parce qu'à cette époque-là, le premier ministre Mackenzie King voulait créer un comité pour élaborer un drapeau officiel qui représenterait et qui unifierait le Canada. Cependant, il va devoir mettre le projet de côté parce qu'il y aura des élections et puis à ce moment-là, il va perdre les élections, va créer une coalition avec un autre parti politique, un nouveau parti progressiste. Et il aura à faire des compromis inévitablement comme n'importe quel gouvernement minoritaire doit le faire. Même s'il y a beaucoup de discussions sur l'élaboration d'un nouveau drapeau pour remplacer le Union Jack et le Red Ensign, il n'y a pas vraiment de politiciens qui semblent prêts à prendre la pression politique qu'un débat dans ce genre-là pourrait apporter. Même après la Deuxième Guerre mondiale, la population est divisée encore. D'un côté, on a les Canadiens qui veulent avoir une identité indépendante, une unification du territoire canadien et une indépendance de l'Angleterre. Tandis que de l'autre, il y a des gens qui ont combattu avec le Union Jack et le Red Ensign et qui sont morts au combat, ce qui rend ce débat-là très difficile et laborieux. Je pense qu'il est important aussi de noter qu'à partir de 1948, le Québec va avoir son drapeau, le fleur d'Élysée, le drapeau qu'ils ont aujourd'hui encore. Et alors, le gouvernement canadien va commencer à sentir une pression souverainiste provenant du Québec. C'est vraiment à ce moment-là où est-ce que le mouvement indépendantiste du Québec va commencer à prendre de l'ampleur. Et on a cette impression-là au gouvernement fédéral qu'on doit faire quelque chose pour unifier les Canadiens et créer cette indépendance-là avec l'Angleterre. Donc, durant la campagne électorale de 1963, Lester B. Pearson promet que s'il est élu, il va mettre fin au débat et il promet en fait un nouveau drapeau à temps pour le centenaire de 1967, le centenaire de la Confédération. En 1963, Pearson sera élu. John Diefenbaker, qui était au pouvoir avant, qui va perdre le pouvoir, qui devient le chef de l'opposition officielle en 1963, après avoir perdu les élections, voudrait un nouveau drapeau, mais veut avoir une reconnaissance des peuples fondateurs, comme le Union Jack. Donc, il veut conserver le Union Jack. Tandis que Pearson, de l'autre côté, veut avoir plutôt un drapeau qui s'éloigne des signes coloniaux des empires français et anglais. Donc Pearson est au pouvoir, ce qui fait en sorte qu'il a un peu plus de pouvoir, évidemment, sur le choix du drapeau à ce moment-là. La première proposition de Pearson sera nommée le Pearson Pennant, qui est conçu par Alan Bedeau. Le voici. Donc, ça va créer un débat, puisque la population a l'impression de se faire imposer un drapeau, premièrement parce que c'est le premier ministre qui fait faire un drapeau, qui le choisit et qui, à ce moment-là, devient le drapeau de la population canadienne. Même que les conservateurs de Diefenbaker vont utiliser cette opportunité-là pour le traiter même de dictateur et d'imposer son pouvoir pour imposer un drapeau. Et les journalistes, évidemment, vont utiliser ça aussi. C'est des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Peut-être que vous avez entendu parler, tout dépendant quand vous écoutez cette vidéo-là, mais que votre premier ministre de ce moment, je suis sûr que vous avez vu au moins dans une des publications jusqu'à maintenant, qu'il utilisait son pouvoir à des fins personnelles. Et comme vous pouvez voir, ça date pas d'hier. Diefenbaker va aussi utiliser la colère des anglophones à l'absence du Red Ensign ou du Union Jack dans la proposition. On va se dire que c'est plutôt pour amadouer le Québec et que à ce moment-là, les anglophones sont laissés de côté complètement. Même si la plupart des Canadiens, selon un sondage Gallup de 1964, oui, la compagnie Gallup existait en 1964, la plupart des Canadiens supportaient un drapeau. En fait, c'est pas vrai que la plupart, le sondage exact c'est 48%, mais 41% contre. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait dire qu'il y a plus de gens pour que de gens contre le nouveau drapeau de Pearson, donc le Pearson Pennant. Cependant, même si la population est de son côté, c'est un gain politique très très difficile pour lui. C'est plutôt un débat politique entre les politiciens plutôt qu'un débat réel dans la population canadienne. Donc, sous la pression, Pearson va choisir le 15 septembre 1964 de créer un comité de 15 membres de la Chambre des communes et du Sénat. Ce comité aura donc 6 semaines pour choisir 5900
propositions. Ah, le travail de comité, ça a l'air passionnant. Après son 6 semaines, le comité va en retenir 3. Le premier étant inévitablement le Pearson Pennant. Le deuxième, c'est un modèle avec le Union Jack et la bannière française. Et puis le troisième, c'est le modèle de George Stanley. Non pas le George Stanley de la Coupe Stanley, mais bien le George Stanley qui était le gouverneur général, le 25e gouverneur général du Nouveau-Brunswick. George Stanley, à ce moment-là gouverneur général du Nouveau-Brunswick, va s'inspirer du drapeau du Collège militaire royal du Canada, comme vous pouvez le voir ici. Il va proposer à son ami John Madison, qui était le secrétaire parlementaire de Pearson à l'époque, il va proposer un design simple du drapeau, disant que le drapeau doit être facile et simple à reconnaître. Et c'est alors que, en chambre, on va faire un choix. On va choisir entre les 3 drapeaux que le comité va nous donner. C'est le 15 décembre 1964 à 2h15 du matin. Je sais que c'est précis, mais c'est ça. Après 250 discours de l'opposition officielle pour essayer de retarder le vote, qu'on va choisir le modèle de George Stanley, donc notre unifolié, ou le Maple Leaf Flag en anglais. Le 28 janvier 1965, la reine Élisabeth II va signer une proclamation royale qui va officialiser le tout, comme vous pouvez la voir ici maintenant. Le 15 février 1965, le drapeau sera hissé pour la première fois sur la côte parlementaire. Depuis 1996, le 15 février, c'est considéré comme étant le jour du drapeau national du Canada. Évidemment, comme la plupart des autres drapeaux, notre unifolié vient avec quelques règles et normes. Premièrement, le drapeau canadien a une grandeur précise, donc c'est une grandeur de 1,2, ce qui veut dire que la longueur est égale au double de la largeur. Les couleurs et les dimensions sont gérées par l'Office des normes générales du Canada, selon le dessin officiel qui est encore encadré aujourd'hui dans les bureaux de cet office-là. La dimension du drapeau qui est requis, ça dépend de la hauteur du mât en fait. Donc plus un mât est élevé, plus le drapeau canadien doit être grand. Il y a aussi des règles pour conserver la dignité du drapeau canadien. Par exemple, selon le site de Patrimoine Canada, le drapeau ne doit jamais être utilisé comme une nappe de cuisine. Je ne sais pas si vous avez eu déjà cette idée-là. Être utilisé pour couvrir des boîtes ou encore comme une décoration de scène. J'ai vu ça assez souvent, donc on ne peut pas faire ça. Être utilisé pour couvrir un objet pour un dévoilement. J'ai aussi vu ça assez souvent. Tu ne peux pas épingler un drapeau canadien sur un babillard. Je ne savais pas non plus. Un drapeau doit toujours être en bon état, donc s'il est effiloché et tout ça, c'est interdit, il faut le changer absolument. Il ne peut pas être brûlé, évidemment. Il ne peut pas, ça c'est intéressant, il ne peut pas être en contact avec le sol. Échappez-le pas, si vous avez à le déplier un jour, il ne peut pas être en contact avec le sol ou tomber par terre. Il ne peut pas évidemment être piétiné ou être flotté à l'envers, sauf en cas de danger extrême. What? Plus jamais je vais écouter cette émission de malheur-là! Avant de se quitter comme promis, je voulais vous montrer quelques propositions qui avaient été apportées au comité parlementaire de 1964. Voici la première proposition de George Bist. J'aime bien le contraste entre le bleu et le rouge. Je trouve que ça aurait pu être un choix. Cependant, puisqu'il avait une couleur de plus que les 2 couleurs officielles, j'imagine que c'est une des raisons pourquoi il a été refusé. Voici la deuxième, la proposition de John Enser. Je vais être franc avec vous, je suis un fan en fait des angles droits. J'aime pas vraiment l'angle, je sais pas pour vous là, mais puis encore une fois, il y a le bleu, donc j'imagine que ça a été assez facile de refuser. Troisième choix, ben c'est clairement, on dirait une marque de voiture, là. Je sais pas pour vous, une marque quelconque, ça ressemble plus à un logo qu'un emblème ou un drapeau. Puis en plus, on se rapproche vraiment du drapeau japonais là, qui existe depuis 1864, si je ne me trompe. Là. Quatrième, yeah, hein, creepy. Donc, j'ai l'impression que le message, c'est je vous regarde. J'ai gardé mon préféré pour la fin. Mais en fait, c'est pas vraiment mon préféré, là, mais en tant que prof, en tant qu'enseignant qui a enseigné au primaire, parce que présentement, nous sommes en mai 2020, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui écoutent cette vidéo-là beaucoup plus tard. On est présentement en confinement.
ici en Alberta depuis, je vous dirais, si je ne me trompe pas, mi-mars. On s'ennuie de nos élèves, inévitablement, les profs. Et donc, cette proposition-là, évidemment, n'aurait jamais été choisie, mais je trouvais ça cute de vous la montrer. Donc, la voici, malheureusement, qui n'a pas été notre drapeau canadien. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo sur notre unifolié canadien. Si vous avez des propositions de sujets, encore une fois, je suis ouvert aux propositions. Si moi, je vais continuer à m'en aller dans un sens ou dans l'autre, tant si longtemps qu'il n'y a personne qui va m'arrêter. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Et sinon, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kevin pour l'Histoire en bref.